Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité locale de ce vendredi 5 février, l'inauguration ce matin du bureau de poste de Bir Hakeim à Nîmes, la commune de Saint-Gilles qui se met à la vidéosurveillance et le Nîmes Olympique qui se déplace ce soir du côté de Metz. Une édition que nous débutons au chapitre politique avec la question sensible du positionnement des socialistes en Languedoc-Roussillon en vue des élections régionales des 14 et 21 mars prochains. Après avoir donné l'investiture PS à Hélène Mandroux, Martine Aubry a donné une indication aux militants des différentes fédérations du Parti socialiste en Languedoc-Roussillon. Une manœuvre considérée comme illégale par Georges Frêche qui entend faire valoir le vote des différentes fédérations en faveur de Didier Codorniou. Toutefois, 3 secrétaires fédéraux gardois, Jérôme Bozon, Nicolas Cadenne et Benjamin Matteo, ont présenté cet après-midi à Nîmes un appel des membres du Conseil fédéral en faveur de la liste PS conduite par Hélène Mandroux. Pierre-Paul Castelli les a rencontrés. C'est à une conférence en forme d'appel qu'était conviée la presse ce vendredi. Un appel au colistier socialiste de Georges Frêche à rejoindre Hélène Mandroux dans une liste qui a désormais le soutien du Parti socialiste. Des jeunes conseillers fédéraux du PS du Gard affichent leur refus d'un indépendantisme régional de leur formation. Ce ne sont pas les opposants à Frêche, là, ce sont plutôt les partisans d'un parti socialiste unique et qui reste uni. Et les partisans de ce parti socialiste unique et qui reste uni appellent nos camarades toujours socialistes à ce jour à rester sur cette liste, non conduite par Georges Frêche, mais conduite maintenant par Hélène Mandroux, c'est tout. À 3 jours de l'ouverture de la période de dépôt des listes, ces socialistes comptent encore sur un réflexe légitimiste des leaders départementaux. Le but, c'est de ramener vraiment notre tête de liste, Damien Larry, et la liste qu'il tire donc dans le droit chemin qui a été décidé par le Bureau national donc mardi. Et donc, c'est clair, c'est plus Georges Frêche, ça c'est clair, il s'est disqualifié avec son dernier écart de langage. Donc c'est Hélène Mandroux maintenant notre tête de liste dans la région. Donc j'espère qu'en effet Damien et donc tous ses colistiers, colistières réfléchiront bien et se diront que quand ils déposeront leur liste, pour eux, leur tête de liste régionale, ça sera Hélène Mandroux. Donc nous on est encore dans les négociations, on espère. On n'a pas envie de se séparer de notre président du Conseil général, de notre premier fédéral. Ce choix du Parti contre l'homme, Georges Frêche, serait donc dicté par la fidélité à la maison commune, mais aussi par la nécessité de s'allier avec d'autres forces de gauche pour gagner la région. Aujourd'hui, Georges Frêche emmène la gauche du Languedoc-Roussillon dans le mur, et en klaxonnant en plus. Voilà. Et moi, j'ai envie que cette région reste à gauche et qu'elle soit gouvernée par une majorité de gauche. Et aujourd'hui, Georges Frêche ne permet pas ce rassemblement à gauche. Pour ces militants, l'exclusion des socialistes qui se maintiendraient aux côtés de Georges Frêche n'est pas un risque, mais inclus dans les statuts et donc automatique. Et parmi les signataires de cet appel, on retrouve notamment Françoise Acoum ou encore Pierre-Henri Blanc du côté des Nîmois. Joint cet après-midi au téléphone, le premier fédéral du Gard, Fabrice Verdier, nous a confirmé la fidélité de la liste conduite par Damien Larry à Georges Frêche, une liste qui sera déposée lundi matin. Le président socialiste sortant du conseil régional, Georges Frêche, qui pourra également compter sur le soutien de ses 4 vice-présidents communistes, Josiane Colleret, Jean-Paul Boré, Henri Garino et Jean-Claude Guessot, qui, dans un courrier commun, s'adressent aux électeurs pour appeler le bilan de la majorité sortante, évoquer le projet de Georges Frêche pour la région, et ainsi que sa volonté de conserver cette région à gauche. Et puis toujours au chapitre de ces élections régionales, de l'autre côté du Rhône, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la campagne s'anime également. Dans une interview parue aujourd'hui chez nos confrères du quotidien La Provence, Catherine Levrault, tête de liste du MoDem en PACA, a considéré que le choix de Laurence Wiśniewski en tant que tête de liste d'Europe Écologie dans cette région était, je cite, une erreur de casting. L'ancienne élue écologiste arlésienne qui affirme par ailleurs que Laurence Wiśniewski remontera à Paris une fois que l'élection sera finie. Le monde écologiste tel que je le connais ne comprend pas ce choix. Fin de citation. Depuis les premières expériences mises en place au début des années 90 par Patrick Balkany dans le département des Hauts-de-Seine, les systèmes de caméras disposés dans l'espace public ou privé se sont généralisés sur l'ensemble du territoire français.
Dans le Gard, les élus des communes les plus importantes ont recours à ce système de vidéosurveillance afin d'enrayer la délinquance des rues et de favoriser une résolution plus rapide des affaires. C'est le cas de la ville de Saint-Gilles qui a installé ses premières caméras de vidéosurveillance dans le cadre d'un plan global s'inscrivant dans les politiques de sécurité menées au sein de l'agglomération de Nîmes Métropole. Les explications de Nicolas Pinchino. 60 000 caméras en France d'ici 2011, c'est l'objectif fixé par le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Dans le Gard, Saint-Gilles était la dernière ville de plus de 10 000 habitants à ne pas être équipée d'un système de vidéosurveillance. Inscrit parmi les 75 villes prioritaires, la commune gardoise vient d'installer 4 caméras pour rapidement arriver à 16. La petite délinquance qui pourrit un peu la vie des citoyens et vol à l'arraché, personnes qui sortent de la banque, enfin des quantités de petits vols qui vont être quand même éliminés de la place, la place publique grâce à ce système de vidéoprotection. Ce vendredi matin, une convention était également signée entre police municipale et gendarmerie. Pour nous, on y voit 3 intérêts majeurs. Le premier dans la vidéoprotection, c'est bien sûr la dissuasion. Normalement, on ne commet pas un fait sur la voie publique sous le regard d'une caméra. Deuxièmement, ça nous permet réellement de résoudre plus d'affaires puisque nous avons une traçabilité du passage des auteurs en un lieu. Et le troisième intérêt d'avoir de la vidéoprotection, on sait ce qui se passe sur les images et les forces de l'ordre donc savent exactement à quoi elles s'attendent. Voilà. D'après les chiffres, la vidéosurveillance permettrait une diminution de près d'un tiers des faits de délinquance. À Saint-Gilles, dans un premier temps, ce sont les agents municipaux qui seront formés. Mais personne ne restera pour autant derrière les écrans en permanence. Les images seront enregistrées et utilisées seulement si besoin. À terme, une équipe sera dédiée à la surveillance vidéo. Enfin, Jean-Paul Fournier, qui était présent ce matin en président de l'agglomération nîmoise, évoquait la possibilité de centraliser les vidéosurveillances de toutes les communes de l'agglomération. Et à présent, un mot sur les énergies avec ce travail en commun initié par la Chambre d'agriculture avec les élus du SCOT Sud du Gard, le schéma de cohérence territoriale concernant la gestion des projets photovoltaïques. Des professionnels et des élus qui souhaitent obtenir une meilleure lisibilité en la matière afin de valider les projets proposés en fonction d'une grille d'analyse. Plus de précisions dans ce sujet signé Alain Bellon. La multitude des projets à la production d'énergie photovoltaïque a mené le SCOT Sud-Gard à préciser les conditions de validation des dossiers. On était tous confrontés à une multitude de projets sur lesquels on devait se prononcer. Et donc avec la commission environnementale présidée par Vincent Allier, eh bien, nous avons souhaité mettre en place une grille d'analyse qui nous permettra d'avoir une véritable aide à la décision lorsqu'il y a un projet et éviter en quelque sorte que tout le monde perde son temps. À la fois les porteurs de projets et puis également ceux qui instruisent des projets avec des incompatibilités majeures. Nous avons élaboré une grille d'analyse qui est non pas une grille décisionnaire, mais une grille d'aide à la décision pour les élus du SCOT. On a mis donc dans cette grille toute une série de paramètres, des paramètres positifs et des paramètres négatifs. Le paramètre positif, c'est le fait d'être situé dans une zone impactée. Une ancienne carrière, une ancienne décharge, un ancien site industriel par exemple. Après, il y a toute une série de paramètres négatifs. Le fait d'être en zone AOC, le fait qu'il y ait un impact paysager, la taille du projet qui est peut-être trop grande, etc. Toute une série de critères comme ça. Et donc à la fin, eh bien, on prend les points négatifs, les points positifs et on fait le compte. La Chambre d'agriculture a été partenaire à la réalisation de cette grille. C'est une bonne chose d'avoir établi cette grille ensemble avec le SCOT du Gard et la Chambre d'agriculture. Mais je crois que cette grille doit être valable aussi pour tout le département du Gard. Et je dirais même pour la région Languedoc-Roussillon. Parce que ces projets un peu anarchiques de photovoltaïque dans tous les coins du département, il fallait arrêter ça. Voilà, donc je crois que nous, en tant que responsables agricoles, on est des responsables avant tout. On n'est pas pour l'intérêt particulier, on est pour l'intérêt collectif. Et ces 800 demandes de projets photovoltaïques disséminés dans tous les départements, ce n'était pas possible. Voilà, alors je crois que cette grille est bien établie et on travaille en bonne intelligence avec les élus politiques du SCOT du Gard. Le SCOT Sud-Gard valide ou pas le projet, mais la décision finale est prise par le préfet du Gard. Et toujours au niveau local, c'est ce matin qu'a été inauguré le bureau de poste de Bir Hakeim dans le quartier nîmois du chemin bas d'Avignon en présence des élus. Un bureau espace service client totalement rénové pour un coût total de 392 000 € et ouvert depuis 2 mois maintenant.
Une démarche de la Poste qui s'inscrit dans la volonté d'améliorer ses services tout en allant à la rencontre de ses clients. Et si la Poste se modernise et se veut être plus attentive, c'est pour une bonne raison, l'ouverture générale à la concurrence fixée au 1er janvier 2011, une échéance à laquelle l'établissement public se prépare. Je vous propose d'écouter son directeur général au micro d'Olivier Michel. La Poste, qui ne bénéficie pas de subventions, ce que les gens ignorent généralement, la Poste a la quasi-totalité de ses activités en concurrence dès aujourd'hui et aura la totalité de ses activités en concurrence dans quelques mois. Nous devons donc être plus attractifs pour mieux satisfaire nos clients et ainsi assurer le développement de nos activités malgré la concurrence, de telle sorte que nous disposions des ressources pour financer ces activités et surtout pour financer notre présence territoriale et nos missions de service public. Le Gard est un département rural, donc il ne va pas y avoir de désaffection ou pas dans les villages ? Écoutez, en zone rurale, nous avons une présence unique, extrêmement large, et cette présence, nous veillons à la préserver intégralement. Je souligne d'ailleurs que la loi a prescrit le maintien du nombre de points de contact sur l'ensemble du territoire. Et cette loi est extrêmement positive. Alors comment on le fait? Là où l'activité le justifie, nous conservons des bureaux de poste, ça va de soi. Et là où l'activité est plus limitée parce que nous sommes dans des villages peu peuplés, eh bien nous cherchons à nous rassembler avec un autre prestataire de telle sorte que à deux, on soit plus fort que tout seul. C'est soit dans les mairies, à travers les agences postales communales, soit avec un commerçant dans le cadre des relais postes commerçants. Ça répond à cette idée. Nous assurons un meilleur service à la clientèle à deux parce qu'on est plus fort, on a plus de moyens que chacun de son côté. On sait les organisations non gouvernementales particulièrement impliquées depuis le séisme dramatique du 12 janvier dernier en Haïti et pour lequel on dénombre aujourd'hui 112 000 morts. Parmi les nombreuses associations qui s'impliquent pour venir en aide aux populations sinistrées, le Secours populaire français rend aujourd'hui compte des différents investissements accomplis. Dans le Gard, ce sont quelques 15 000 € qui ont été récoltés. Olivier Michel nous propose un premier bilan sur l'aide apportée au niveau départemental par cette association. Présent en Haïti depuis 1980 via 3 associations locales, le Secours populaire s'est mobilisé dès le lendemain du séisme. Avec les pompiers d'urgence internationale, ils ont installé un hôpital de campagne à Jacmel, 3 restaurants populaires avec l'association Proveda et apporté en premier lieu une aide alimentaire avec la distribution de 30 000 repas. Ça a été des repas traditionnels qui ont été donnés, hein, des bouillons avec de la viande aux populations. Et l'équipe qui est rentrée, je les ai rencontrés mardi à Paris, parlait de la grande dignité des personnes qui attendaient chacun leur tour pour prendre leur repas. Parler de cette dignité, c'est important parce que bien sûr, on a vu quelques scènes de violence ou bien parce qu'il faut c'est du désespoir qui s'exprimait. Mais dans le même temps, la délégation du secours, bon, il disait, il faut rappeler cette dignité des Haïtiens qui ne baissent pas les bras, qui sont là qui savent qu'il va falloir reconstruire, mais qui dans le même temps sont dans le calme pour recevoir la solidarité. Localement, les collectes populaires organisées dans les centres commerciaux et les initiatives locales ont permis de collecter quelques 15 000 €, des fonds qui ont servi pour l'urgence et serviront pour la reconstruction. Il y a des priorités en direction des enfants, la reconstruction, la réhabilitation ou bien l'aide aux écoles pour les enfants, ça c'est prioritaire. Ensuite, il y a eu l'aide aux populations agricoles pour essayer de les aider à retrouver une autonomie. Bon, ça va être dans le temps. Il y a aussi un projet de parrainage de construction de l'orphelinat de Jacmel, de réhabilitation. Il y a 85 enfants qui sont accueillis. Ça, c'est les projets ramenés par la première mission. Je vous dis, il y a une seconde mission de 5 personnes qui est sur place actuellement et qui va revenir avec peut-être sûrement d'autres priorités, d'autres objectifs. Vous pouvez envoyer vos dons au Secours populaire, 104 route d'Avignon, boîte postale 73 035, 30 000 Nîmes, CEDEX 06 avec la mention Haïti ou par SMS au 80 333 pour un don de 1 €. Le Secours populaire sera également présent ce week-end sur le Salon du Chocolat ou dans les Halles de Nîmes. Et toujours à Nîmes, on a appris hier la disparition de Renata Mandagou.
directrice de l'agence de communication Antares et qui fut à l'initiative de nombreux événements locaux comme la Feria des enfants ou encore la Biennale du bijou et que vous voyez ici sur le plateau de Télémiroir lors de précédentes émissions. Une figure de la vie nîmoise particulièrement appréciée et dont le décès a provoqué la tristesse de nombreuses personnes. Les obsèques de Renata Manangou auront lieu demain samedi à partir de 9h30 à l'église Saint-Césaire. La rédaction de Télémiroir s'associe au deuil des personnes touchées par cette disparition. Un mot de justice avec les suites de l'affaire qui oppose Simon Casas à Jean Gabourdès pour injure à caractère racial. Relaxé en première instance, le tribunal vient de condamner en appel Jean Gabourdès à 200 € d'amende et 1 € symbolique de dédommagement à Simon Casas. Jean Gabourdès qui a décidé de se pourvoir en cassation et qui a déclaré à la sortie de la salle d'audience un partout, balle au centre. Et on reste au chapitre tauromachique, cette fois-ci pleinement dans l'arène, avec une autre information en lien avec Simon Casas, qui ne dirige plus officiellement depuis l'année dernière la carrière du torero andalou Javier Conde. Celle-ci avait été exclusivement confiée à Manuel Álvarez Canorea. Et on a appris aujourd'hui même que le torero originaire de Malaga, que vous retrouvez ici en image dans les arènes de Nîmes, a mis un terme de façon amicale à cette relation professionnelle avec Manuel Álvarez Canorea. Javier Conde, qui a participé cette année à 24 corridas en Europe, l'an passé en 2009, est en train d'étudier différentes propositions de management en vue de la saison taurine qui s'ouvre. Ouverte depuis la fin d'après-midi, la nuit de l'orientation attend les visiteurs jusqu'à ce soir 22 h à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, rue de la République. Un carrefour public afin de permettre aux jeunes d'aller à la rencontre des différents corps de métier, qu'ils soient collégiens, lycéens ou encore étudiants. Une opération proposée pour la première fois par la CCI de Nîmes afin de mieux appréhender la question de l'orientation et mieux cerner les réalités de la vie professionnelle future. C'est donc jusqu'à ce soir, rue de la République, au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes. Et une fin de semaine placée sous le signe de la gourmandise à Nîmes avec la tenue de la 2e édition du Salon du Chocolat au Parc des Expositions, une grande halle dédiée aux inconditionnels du chocolat, mais également pour mieux découvrir ces différentes déclinaisons, notamment à travers quelques recettes tournant autour du canard ou encore du foie gras. Un salon ouvert sur la diversité des saveurs proposées par le fameux trésor du cacaoyer. Frédéric Siller nous propose cette visite alléchante sur des images d'Alain Mellon. On a beau aimer les friandises, le chocolat reste la gourmandise la plus appréciée par toutes les tranches d'âge. Noir, extra fort, au lait, noisette, blanc, on ne compte plus le nombre de ces déclinaisons. Roi des fêtes de fin d'année, Nîmes l'accueille au Parc des Expositions pour la 2e édition du Salon du Chocolat. Les tendances cette année, eh bien, on est proche de la Saint-Valentin, donc forcément on va retrouver un peu de Saint-Valentin sur les stands. Des nouveautés bien entendu, avec toutes les douceurs chocolatées, comme des sucettes en chocolat, des macarons, donc plein de choses en chocolat et non en chocolat d'ailleurs, puisqu'on a aussi des pâtes de fruits. Donc plein de petites nouveautés, et puis encore plus d'exposants, plus de place sur le salon, plein d'animations. Donc vraiment une nouvelle édition qui va sans doute être une réussite bien entendu. 35 stands lui sont consacrés par des artisans chocolatiers. Vous ne trouverez aucune boîte comparable à celle des grandes surfaces. Ici, pas de place pour l'industriel. On ne souhaite que du vrai pour le meilleur des parfums et de drôles de mélanges. Il m'est arrivé de faire des sauces au chocolat amer pour aller avec les magrets de canard, etc. Et puis je me suis dit pourquoi pas le faire dans le foie gras. Donc en fait je mets du xocopili, en fait c'est du chocolat amer avec des épices que je mets à l'intérieur avant de faire cuire les verrines. Donc le chocolat fond dans le foie gras. C'est délicieux. Originaire des forêts tropicales de l'Amérique centrale, le cacaoyer fut cultivé par les Mayas et les Aztèques. Si ces peuples l'appréciaient et le consommaient sous forme de breuvage appelé chocolati, les Français en consomment plus de 7 kilos par an. Autant dire que cette confiserie ne connaît pas la crise, sauf peut-être celle de notre crise de foie. À consommer sans modération. Autre temps fort de ce week-end gourmand avec les journées du terroir proposées place Quetel, non loin du boulevard Victor Hugo, avec cette manifestation organisée par Bruno Dupuis, le patron du Napoléon,
en association avec le syndicat des producteurs de truffes du Gard. Les amateurs pourront notamment y découvrir un marché aux truffes aux côtés d'autres stands où seront proposés des fromages, du foie gras, de la charcuterie basque et cévenol, mais aussi du chocolat, des pains d'épices ou encore de la brandade truffée, sans oublier la désormais incontournable omelette aux truffes, un programme qui met un appétit. Rendez-vous donc ce week-end, place Quetel. Une large page sportive en ce début de week-end avec en football le Nîmes Olympique qui va défendre ce soir sa 3e place sur la pelouse de Saint-Symphorien face au Football Club de Metz. Le club lorrain qui pourra compter sur une nouvelle recrue, Sylvain Wiltord, quadruple champion de France et qui a évolué à Lyon aux côtés du portier nîmois, Nicolas Puydebois. Pour ce match comptant pour la 23e journée de Ligue 2, Jean-Michel Cavalli a aligné l'équipe suivante pour le match qui débutera donc à 20h30. Puydebois dans les buts, un axe de défense composé par Poulain, Stozic et Aïd Bailly. Sur les couloirs, on retrouve Mostefa et So. En milieu de terrain, Keita Mukanjo. Et puis en intermédiaire de l'attaque, Boli. Et à la pointe de l'attaque des Crocos, donc Mandriki et Haïté prendront place sur le banc à 20h30. Le gardien remplaçant Al-Shaibani, ainsi que Zarabi, Bayo, Cavalli, ainsi que Buach. Et puis on va continuer avec l'actualité du Nîmes Olympique et noter d'ailleurs que la dernière recrue du mercato hivernal, l'attaquant palestino-suédois Imad Zatara, n'a pas été qualifié pour cette rencontre face à Metz. Un joueur que Nicolas Fabre a rencontré, je vous propose de l'écouter dans ce sujet de Camille Bonnet. Pourquoi avoir choisi Nîmes ? Nîmes est un très bon club et ils sont en bonne voie pour la montée en Ligue 1. J'ai entendu de bonnes choses sur le club, ainsi que sur l'équipe et le coach. Quel est votre programme ? Demain, je repars en Suède et je reviens dimanche. Je commencerai à m'entraîner dur. Je pense que tout va bien se passer. Vous avez pu visiter la ville ? J'ai un peu visité la ville. C'est une petite ville, mais très jolie et cela me convient très bien. Quelle est votre situation personnelle ? J'ai une femme, mais pas d'enfant pour le moment, mais je désirerais en avoir dans le futur. C'est pas trop dur pour votre compagne le déménagement ? Elle étudie le français et la culture française et ça ne lui pose pas de problème. Vous vous êtes engagé à Nîmes pour combien de temps ? J'ai signé pour 5 mois et on verra cet été ce qu'il se passera. Vous avez pu rencontrer le président et les joueurs. Comment ça s'est passé ? J'ai commencé et je commence à les connaître. Tout le monde est très sympathique ici, ce qui ne fait que me sentir bien dans ce club. Arrivez-vous à bien communiquer avec les joueurs ? Oui, j'essaie d'apprendre le français rapidement parce que le français est une belle langue et une des plus parlées au monde. Ce serait bien de communiquer avec les autres joueurs en français. J'espère avoir appris au bout de quelques mois. Et vous aurez reconnu la voix de Nicolas Fabre pour la traduction de Imad Zatara, le nouveau joueur nîmois et dernier recrue de ce mercato hivernal, qui portera le numéro 2, laissé libre par Ludovic Liron, parti du côté de l'ACA Arles-Avignon. Justement, toujours en football, l'ACA qui accueillera le leader Canet ce lundi s'est exprimé hier pour bien s'expliquer sur les raisons du report du match contre Sedan en décembre dernier, suite à de fortes précipitations. La Ligue de football professionnel reprochait au club provençal de ne pas posséder de bâche susceptible de protéger la pelouse. Ainsi, l'ACA échappe à une amende de 10 000 € et n'aura pas à verser les 15 000 € d'indemnité à la chaîne de télévision qui n'avait pu retransmettre la rencontre. Une situation qui a depuis évolué puisque la pelouse du Parc des Sports d'Avignon peut désormais être bâchée grâce à un prêt de structure passé entre une société lyonnaise et la municipalité vauclusienne. Et du côté du handball, les joueuses du HBCN vont bientôt défier l'équipe de Toulouse dans quelques minutes. Début du match programmé à 20h. Un match et une rencontre très importante pour le groupe dirigé par Manuela Illy avec cette rencontre comptant pour la 14e journée du championnat de France de D1 féminine. Je vous propose d'écouter l'entraîneur des gardiens du HBCN au micro de Nicolas Fabre concernant la préparation de cette rencontre. C'est le vendredi qu'elles vont jouer à Toulouse. Je pense que comme chaque match c'est très difficile, on va essayer de faire une très bonne figure, donc d'assurer donc un bon classement, de gagner quelques points et puis revenir avec une belle victoire.
Et autre grand rendez-vous de ce week-end de handball, le match entre l'USAM Nîmes et Montpellier demain soir à 18h15 dans un Parnasse qui risque de jouer à guichet fermé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre soirée sur Télémiroir, c'est avec Pierre-Paul Castelli dans une émission spéciale entièrement dédiée au dernier salon de la biographie, avec notamment une interview de Charles Aznavour sur le plateau que nous avons installé le week-end dernier du côté de Carré d'Art. Très bonne soirée, excellent week-end et à la semaine prochaine sur Télémiroir.